Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de ce projet-là. Donc, ce projet, c'est un massif de gare qui va se situer à Chamonix et un massif de gare pour de la remontée mécanique. Cette structure béton va porter un appareillage de remontée mécanique qui sera fourni par la société Doppelmayr, dont vous aurez le lien en description. Donc le coffrage, ça ressemble à ça, hein, donc une grande semelle sur laquelle vient se ficher, viennent se ficher deux mâts, le mât numéro 1 et le mât numéro 2. Donc l'objectif de notre étude, ça va être de ferrailler la semelle, le mât numéro 1 et le mât numéro 2. Donc le ferraillage a été fait avec l'outil Fair System et les polylignes 2D produites par l'outil Fair System ont été extrudées pour en former des solides 3D, que vous voyez ici. Donc il a été fait un fichier pour la semelle, un autre fichier pour le mât numéro 1 et un autre fichier pour le mât numéro 2. Parce que bon, les solides, ça prend quand même pas mal de place et c'est assez gourmand, donc pour un petit peu séparer les choses, on a choisi cette solution-là. Donc ça veut dire que vous avez un fichier qui s'appelle comp comme fichier complet, et ce fichier c'est la, la compilation de 3 XREF. La XREF qui correspond à la semelle, l'autre XREF qui correspond au mât numéro 1 et l'autre XREF qui correspond au mât numéro 2. Ça veut dire que dans le gestionnaire des XREF, vous avez un certain nombre de noms de référence. Et donc, par exemple, vous pouvez décharger le mât numéro 2. Donc, vous sélectionnez, vous déchargez, et le mât numéro 2 va disparaître. Donc ça prend un peu de temps parce que effectivement c'est des solides 3D, c'est assez gourmand d'une part, et puis d'autre part, comme il y en a beaucoup, hein, le ferraillage est assez dense, donc ça demande un petit peu de ressources au niveau de l'ordinateur. Vous voulez décharger le mât numéro 1, vous voulez décharger la semelle, voilà, on n'a plus rien. On peut bien entendu recharger ce qu'on a déchargé. Et on voit réapparaître la semelle au bout d'un petit moment. Ensuite, vous avez tous les aciers qui ont été mis chacun sur un calque. Donc dans la propriété des calques, vous pouvez filtrer, vous avez tout le paquet des calques et vous avez tous les calques qui ont été créés. Vous pouvez aller plus finement dans les calques qui correspondent à la semelle ou les calques qui correspondent au mât numéro 2. Donc on ne voit pas puisqu'il a été, désactivé en XREF. Donc pour la semelle, on peut dire qu'on veut sélectionner tous les calques de la semelle et les geler. Et on peut dire, voilà, je vais allumer l'acier numéro 1. Donc on peut regarder ce qui a été conçu pour l'acier numéro 1, l'acier numéro 2, l'acier numéro 3, l'acier numéro 4, etc.
Donc, au bout d'un moment, on comprend plus trop, hein, donc il faut vraiment jouer avec les calques et cacher, allumer, éteindre ce qui nous intéresse, parce qu'au bout d'un moment, si on laisse tout allumer, ça fait un gros paquet de spaghettis, on sait plus qu'est-ce qui est quoi. Voilà, on peut rallumer le repère 8, le repère 9. Donc on voit que il y a un acier, deux aciers qui sont en QAQ, si je puis dire, un acier en renfort par-dessus et un acier en éclisse encore une fois par-dessus. Voilà, vous pouvez changer aussi la visualisation en passant, au lieu de faire du filaire 2D, vous pouvez faire ombrer avec arête par exemple. Et à ce moment-là, les aciers se présentent colorés, quoi. Mais bon, ça prend encore plus de ressources, donc c'est à faire avec vraiment des ordinateurs avec une grosse carte mémoire et beaucoup de mémoire, etc. Donc, filaire 2D, si on comprend avec ça, c'est bien aussi. Donc, on peut encore continuer à visualiser les différents aciers. Donc, ça, c'est les aciers qui sont en haut du raidisseur. Le repère 13, les aciers supérieurs de la semelle. Repère 14, les mêmes aciers supérieurs de la semelle, mais au droit des mâts. Repère 15, les cadres extérieurs du raidisseur, qui viennent embrasser tout ça. Les cadres en dehors des mâts et en dehors d'une partie qui était plus sollicitée en torsion et qui nécessitait des aciers un peu plus costauds. Ceux-là, en l'occurrence, donc là c'est du HA20 au lieu du HA16, puisqu'il y en a une partie ici qui est juste à côté du mât numéro 2 et qui est sollicité plus en torsion et qui qui supportait un cadre extérieur un peu plus costaud. Ensuite, le repère 17, les aciers au droit des deux mâts, mât numéro 1 et mât numéro 2, on va un petit peu gelé pour qu'on y voit un petit peu quelque chose. Voilà. Donc ça c'est le repère 17, le repère 18, c'est celui qui ferme le repère 17 par le haut. Et ces repères 18, on ne pourra les mettre que lorsqu'on aura enfilé le ferraillage du mât numéro 1 et du mât numéro 2. Le repère 19, c'est toutes les épingles verticales. Repère 20, les mêmes épingles mais horizontales. Donc là, voilà, ça en fait quand même une sacrée forêt. 21, les U de fermeture, les U à l'intérieur des mâts. 22, les épingles à l'intérieur du croisement avec le ferrage des mâts, donc, mais en partie dans le sens des épingles dans le sens horizontal. Donc 23, les cadres qui viennent tenir la nappe supérieure de la semelle, une série à l'extérieur qui fait aussi fermeture sur les côtés de la semelle. Les U de fermeture, aussi bien à gauche à droite. Le chaînage périphérique de la semelle. Les U de fermeture du raidisseur.
la fin du chaînage périphérique de la semelle, le chaînage périphérique du raidisseur, avec du HA32. Et comme ici on a une très longue semelle qui fait pratiquement 20 mètres, ben, on est obligé de faire par deux morceaux qui se recouvrent, puisque sinon on n'a pas en magasin des aciers suffisamment longs pour faire toute la semelle en une seule fois. Et même si on les avait, faudrait aussi être en mesure de les apporter sur place. Transporter quelque chose qui fait 20 mètres, c'est c'est possible, mais ça nécessite un convoi exceptionnel. Alors, donc on essaie de se limiter à 12 mètres ou exceptionnellement à 14 mètres. Ensuite, toujours les aciers de chaînage périphériques, voilà, avec des recouvrements alternés pour pas tout avoir au même endroit. Et les U de fermeture, mais verticaux, pour fermer proprement aussi bien la semelle que le raidisseur. Et voilà donc l'ensemble du ferraillage de la semelle inférieure. Donc on peut rallumer. Et là-dedans, on voudra mettre le mât numéro 1 qu'on va recharger. Et on voit le mât qui se plante à l'intérieur de la semelle. Donc on va juste aller dans les XREF et puis enlever la semelle parce que sinon on verra plus rien. Décharger, hop, et on voit le ferraillage du mât numéro 1 tel qu'il a été conçu. Donc des aciers HA32 qui viennent se glisser dans le ferraillage du raidisseur et de la semelle, des cadres et des épingles qui viennent embrasser ces HA32, d'autres HA32 qui viennent se reprendre dans la partie basse du mât avec une section plus petite, et on vient fermer le tout avec des U. Donc là, comme avant, on peut gérer calque par calque. On peut regarder, on peut tout éteindre, et on peut regarder le 101, c'est cela, c'est des U, les 102, c'est des barres droites, donc on aurait pu imaginer des U complets, mais c'était guère possible, parce que là c'est pareil, compte tenu des hauteurs, on aurait eu des longueurs de barres complètement hors de proportion par rapport aux 12 mètres et aux 14 mètres. Donc on était obligé de couper la barre en deux. Donc le 102, c'est pas celui qui reprend le 101, hein, donc je me souviens plus lequel c'est, je crois que c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà, donc c'est le dernier qui reprend le premier. Voilà, ça c'est pour fermer la cage. Ça c'est pour ferrailler tout autour. On met des épingles dans un sens, des épingles dans l'autre sens. Ah, on voit plus trop ce qu'on fait, hein. Donc il faut un petit peu éteindre le reste, sinon on ne voit plus rien. Donc là c'est des U de fermeture qui sont en haut, le U de fermeture dans un sens, le U de fermeture dans l'autre sens. On vient glisser les HA32 à l'intérieur de ce ferraillage, d'autres HA32 identiques
mais dans l'autre sens, et pour fermer le rectangle, on vient mettre un ferraillage périphérique, un cadre à l'intérieur et des épingles dans l'autre sens. Voilà, au-dessus, on vient encore mettre des cadres, des épingles, des épingles. Juste rallumer les 32 là, pour qu'on y voit quelque chose. Voilà. Et donc bien sûr, vous pouvez aussi les geler de cette manière-là. Et encore les vis de fermeture, dans un sens et dans l'autre. Et les fameux HA32 dont on parlait tout à l'heure, mais ceux-là sont en bas. Voilà, donc là vous pouvez visualiser éventuellement avec cette option-là, ombrer avec arête et on voit le ferraillage qui se croise et là on peut voir qu'il y a un certain nombre, un problème ici par exemple, ça marche pas très bien quoi. Donc cet acier-là, il faudrait le descendre un peu plus ou le décaler parce que là avec le cintrage, ça marche pas trop. Donc là on peut se rendre compte d'un certain nombre de soucis avec cette visualisation. Lorsque les aciers se croisent comme ici, ça veut dire qu'il y a un souci. Alors soit on dit hop c'est bon, ça se débrouillera sur le chantier ou on essaie de régler le problème. Voilà, donc on va remettre un filaire 2D. Bien sûr, en filaire 2D, on a plus de mal à voir ce genre de soucis. Ensuite, on va terminer avec le mât numéro 2. Donc on va le recharger. On va le voir apparaître. Et on va décharger le mât numéro 1. Et là, c'est pareil. On peut gérer les différentes calques, numéro par numéro. Voilà. Donc on va... Donc là, il y a l'air d'y avoir un problème de numéro parce que le principe c'est 200. Bon, je vais voir ce que c'est celui-là. C'est rien. Donc c'est un calque fantôme là. Bon, c'est pas grave. Ok. Il s'est pas purgé en fait. Il faudrait que je retourne dans le fichier main numéro 2 pour purger le repère 11. Donc voilà, donc 201 c'est cela, 202 c'est des HA32 pour fermer le rectangle, 203 c'est le cadre qui vient embrasser tous ces HA32, 204 les épingles dans un sens, 205 les épingles dans l'autre sens. Et donc très rapidement on se rend compte que ça fait beaucoup de monde et on voit plus trop de quoi il retourne. Donc il faut bien essayer de rester cohérent au niveau des calques. Donc ensuite on a, je vais juste laisser les aciers principaux. Donc on a les U de fermeture en haut, dans un sens, les mêmes U mais dans l'autre sens. Les HA32 qui viennent reprendre
qui viennent continuer, mais à l'intérieur un petit peu, compte tenu du coffrage. D'autres HA32 qui viennent ferrailler le flanc du rectangle. Et le flanc du rectangle, mais un peu plus dans la partie haute. Les HA14 qui viennent fermer ça. Les épingles dans un sens, les épingles dans l'autre sens. Les U de fermeture et les U de fermeture. C'est toujours un peu le même schéma, quoi. Un petit peu enlever des choses pour qu'on y voit un peu plus clair. Ensuite, il y avait encore ces HA32 là pour fermer la partie très haute du rectangle. Et deux HA32 qui vont pas jusqu'en haut, puisque là il y a un trou dans le mât et on ne pouvait pas passer avec les HA32. C'est pour ça qu'il y en a deux qui sont un peu plus qui s'arrêtent avant les autres. Ensuite, on met quelques U justement pour ferrailler autour de ce trou, dans un sens et dans l'autre. On met des HA14 pour ferrailler la périphérie, à l'intérieur aussi, des épingles, et dans l'autre sens aussi. Voilà, et là on ferraille encore au droit du trou, parce que là, comme il y a un trou, ben, on ne peut pas ferrailler comme dans la section courante. Voilà, donc ça c'est toujours à l'intérieur du trou, enfin à l'intérieur, au droit du trou. Et donc là on a ferraillé toute la partie haute. Donc comme souvent en béton armé, dès qu'il y a un trou, c'est embêtant parce qu'il faut ferrailler autour. Donc quand on a un coffrage et qu'on met une trémie sur un coffrage, c'est un rectangle, hein, avec 4 côtes, c'est pas un problème, mais en ferraillage, c'est toujours ennuyeux de rencontrer une trémie parce que bah, forcément, c'est plus le même ferraillage que dans la section courante et on est obligé de faire une coupe spéciale à cet endroit-là et de faire des aciers particuliers à cet endroit-là. Voilà. Donc on va rallumer tout le ferraillage. Donc on va prendre on va recharger la semelle. Et on va recharger le mât. Et au niveau des calques, tous les calques, on va tout sélectionner et tout dégeler. Et on voit le ferraillage dans son ensemble. Voilà, donc la possibilité existe de faire du ferraillage en 3D à partir des polylignes 2D, hein, simplement en les extrudant avec la commande que vous voulez. Hein, moi je dessine un cercle correspondant au diamètre et puis je fais balayage et puis ça va très bien. Après il suffit de mettre la polyligne au bon endroit en 3D. Donc ça c'est un peu plus ça demande un peu plus de pratique, mais c'est pas non plus excessivement compliqué. Bon, après, est-ce que c'est bien nécessaire de faire ça? Je pense pas. Là, je l'ai fait pour voir ce que ça représente. Ça prend du temps, forcément. Est-ce que ça apporte quelque chose au chantier? Je pense pas vraiment.
Donc, est-ce que un ferrage 3D se justifie? À mon avis, non. Un bon plan en 2D se suffit à lui-même et faire un ferraillage en 3D, surtout un ferraillage complexe comme ça, au bout d'un moment, on ne sait plus qui est quoi et il faut vraiment gérer ça de façon très très pointue, pas pointue, mais très rigoureuse pour pas s'y perdre. Donc forcément, quand on vous fait une démo d'une poutre euh, avec 4 filants et puis un cadre, on vous dit waouh, je vous ai fait ça en 3D, ok. Mais une pile de pont ou une culée de pont ou là quelque chose de ce style-là qui ressemble quand même beaucoup à une pile de pont, en plus sollicitée parce que là une pile de pont elle reçoit que des efforts normaux alors que là on vient quand même tirer dessus avec des câbles, donc là c'est beaucoup plus costaud qu'une pile de pont. Je pense pas que ça apporte quelque chose de faire la 3D. Après, vous me direz dans vos commentaires ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est juste pour se faire plaisir. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.